Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. J'accueille aujourd'hui au podcast minier Mélanie Corriveau et Elisabeth Allaire, tous deux d'Agnico Eagle. Les filles, vous travaillez avec la communauté. Mélanie, tu es directrice corporative relations avec les collectivités. Puis Elisabeth, superviseure générale en relations communautaires. Fait que là, je me dis, si les gens ne se doutent pas de quoi qu'on va parler aujourd'hui, hein? Ça va bien, les filles? Ça va bien, merci Manon. Fait que vous étiez ici, on est dans le contexte du CIM Connect. Mélanie, tu donnais une conférence ce matin. C'était quel sujet que tu avais? Ce matin, j'ai donné une conférence sur le plan de réconciliation avec les Autochtones d'Agnico Eagle. J'ai expliqué aux gens un peu c'était quoi, puis comment, s'ils voulaient embarquer dans ce projet-là, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour eux. C'est un peu qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui au podcast. Ah, absolument, absolument. C'est vraiment un sujet très, très important. Puis, j'avais été, juste parenthèse, que je fais tout le temps, j'avais été à Polytechnique, je pense qu'on avait parlé, mais peut-être pas. En janvier, la Polytechnique il m'avait invité pour animer un panel parce que les étudiants, c'était comme une semaine, pas une semaine minière, là, mais puis comme sujet, ils voulaient entendre parler de la relation entre le secteur minier et les peuples autochtones. Puis je me dis, OK, parce que c'est sûr qu'ils ne voient pas ça à l'école. Puis je me dis, imagine l'importance de pouvoir en parler. Puis je sais qu'ils écoutent aussi le podcast. Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir échanger avec vous autres aussi sur le sujet. Je pense que les gens, on comprend, on entend, mais est-ce qu'on comprend vraiment tout ce qui se passe? Puis le pourquoi aussi qu'Agnico, vous êtes embarqués dans cette démarche-là. Puis, mais avant, Elisabeth, qu'est-ce que tu fais exactement, toi? En fait, un de mes rôles, c'est l'opérationnalisation de notre plan de réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, on va pouvoir en parler davantage, là, mais c'est bien beau avoir travaillé sur un document, on l'a co-créé et tout ça. On va pouvoir l'expliquer un petit peu plus, mais après ça, il faut bien le mettre en marche. Il faut que nos joueurs internes s'actionnent parce qu'on a plusieurs ententes avec les Premières Nations à travers le pays ou même à l'extérieur, mais on va au-delà de tout ça. Puis il faut s'assurer qu'on soit capable, qu'on soit conforme par rapport à ce qu'on a dit qu'on voulait faire. Donc, je m'assure qu'on soit conforme et qu'on intègre ces nouvelles actions-là dans l'entreprise. Et plein d'autres tâches. Oui, c'est ça. Toutes les tâches connexes. Oui. Elisabeth, c'est mon bras droit, ma remplaçante, donc notre championne en relations communautaires affaires autochtones. Mélanie, on se connaît depuis... la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était mon premier... je le disais tantôt à Elisabeth, mais nous, on s'est connus dans le temps de Royal Nickel. Ouais. C'était quoi le poste que tu occupais, le poste de relations avec les communautés? Oui, bien, tu sais, il y a 12 ans, là, les relations communautaires commençaient. Hein? Il y avait eu Canadienne Malartic avec tout le cas là, de l'open pit, puis du fait qu'on devait déménager des gens. C'est vraiment là, tu sais, que la question des relations communautaires a comme pris un pic. On s'est connus dans ce temps-là. Moi, j'ai commencé ma carrière, ça n'existait pas vraiment, là, tu sais. On l'a comme bâti sur le tas. Premièrement, relations communautaires avec les voisins. Puis là, de plus en plus aussi, avec les communautés autochtones, c'est devenu un incontournable. Mm-hmm. Mais oui, on a plus de cheveux blancs depuis. Non, mais moi, des fois pas, tu sais pas. Tu devrais en avoir plus. Oui, Seigneur, que j'en ai. Mélanie, tu étudies en quoi pour finir à travailler avec la relation avec les communautés? J'ai étudié en ressources humaines. OK. Donc, c'est souvent les profils qu'on voit, des gens qui finissent à travailler dans nos équipes de relations communautaires parce qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme là-dedans. C'est des gens qui vont avoir un profil communication, ressources humaines, relations publiques. Environnement, légal. Oui. Donc, il y a une diversité de sources. Oui, on a une communauté de pratique en relations communautaires, nous, puis on l'a fait dernièrement. On avait fait le tour de table, on a une soixantaine de gens, puis on avait vraiment des profils très diversifiés. Ouais. Oui. Puis toi, Elisabeth, tu as étudié en quoi? En gestion internationale. OK. Oui. Mais j'ai fait mes premières années de carrière en ressources humaines au Nunavut.
Donc, en étant au Nunavut, on s'entend qu'une bonne partie de notre main-d'œuvre à l'interne va être des emplois inuits. Donc, ça m'a redirigé vers les relations avec la communauté par la suite. Puis le secteur minier t'a attiré ou c'est plus la relation avec les communautés qui t'ont attiré vers le secteur minier? Ben, je suis une petite fille de Val-d'Or. Ok, Je suis un bébé agnico. Donc, j'ai eu l'opportunité de grandir à travers l'entreprise via des stages et tout ça. Donc, puis les relations avec la communauté, ça a toujours été mon intérêt, en étant moi-même une voisine Exact. des mines. Donc, oui. On parle du plan justement que vous avez créé, qui est un plan pas juste canadien, mais qui est international, qui est mondial, le plan avec de réconciliation. C'est toi qui m'as posé ces questions-là, fait que je te les repose. Mais pourquoi on se réconcilie et pour quelles raisons qu'on se réconcilie? Oui, mais je trouve ça important qu'on se le demande parce que de plus en plus, on se met à parler de réconciliation. Puis, tu sais, quand on regarde les gens, on dit, sais-tu pourquoi? Sais-tu de quoi on se réconcilie? Ils sont pas nombreux à le savoir, tu sais. Fait que je vais poser la question à Elisabeth. OK. Hey, j'avais tellement peur, ça vient pas vers moi. Bon, Là, on se j'aurais passe... fait on coupe le podcast. Non, mais en fait, c'est important de... Je pense qu'il y a une étape à l'école, puis là, on va dire les choses au clair tout de suite. Là. Je ne suis pas autochtone. Ma collègue ici n'est pas autochtone. Je pense qu'on peut dire qu'on est des alliés, on essaie de promouvoir, mais ça reste que c'est pas quelque chose qu'à l'école, on s'est fait expliquer que dans notre cursus scolaire, les impacts de la colonisation, c'est qui les propriétaires traditionnels des territoires sur lesquels aujourd'hui on opère ou qu'on bâtit nos maisons. Il y a vraiment un gros écart. Puis en étant dans l'industrie minière, c'est sûr qu'on modifie le territoire. On s'entend, là, on mine, on fait des fosses, on fait des pits. Donc, on modifie le territoire. Ce sont des territoires ancestraux. Donc, il faut s'assurer que on considère les gens avec qui que ça a un attachement spirituel, que ça a un attachement économique, historique. Donc, il y a beaucoup de tort après ça du passé, que ce soit, on pourrait en parler, puis je ne serais pas la mieux placée pour en parler non plus, mais par les écoles résidentielles, qui sont tout proches de nos mines. On en a dans tous les lieux où on opère des écoles résidentielles tout près. Donc, puis en étant des mines, tu arrives dans un lieu et puis tu repars, tu laisses ta trace. Il faut s'assurer que les gens qui vont subir ces impacts-là, que ce soit positif ou négatif, ils ont leur mot à dire. Donc, c'est là que tout part l'essence et la valeur ajoutée de considérer les mineurs un allié et une industrie importante pour la réconciliation, aussi économique, clairement. Il y a beaucoup de torts qui ont été... Il y a beaucoup de torts qui ont été faits au peuple autochtone à travers la colonisation. Puis, on a un rôle à jouer dans réparer ces torts-là. Les entreprises, au terme de la commission sur vérité et réconciliation, il y a plusieurs call to action. Puis il y en a un de ces call to action-là qui se dirige directement aux entreprises. Donc, nous, on répond présent puis on fait notre part. Je vais juste dédouaner Mélanie puis peut-être Elisabeth qui vont utiliser des termes des fois en anglais parce que les filles travaillent continuellement en anglais. Puis Mélanie, tu me l'avais déjà dit, il faut que je fasse attention pour... Puis j'ai dit, on va se dédouaner, puis après ça, on continue à faire nos mots en anglais qui sortent. C'est libre. On va être libre. On voit plusieurs entreprises, plusieurs initiatives que oui, c'est les minières qui vont mettre de l'avant des initiatives avec les peuples autochtones, mais on voit aussi des entrepreneurs, d'autres entreprises qui le font. Est-ce que ces gens-là, tu sais, je me dis, là, on met l'accent sur Agnico Eagle puis un plan que vous avez fait, mais les gens n'ont pas de plan. Tu sais, comment ça fonctionne? Puis pourquoi on met autant l'accent sur vous présentement? C'est le premier plan, c'est la première fois, c'est où l'engouement, là? Bien, effectivement, plusieurs entreprises, dont Agnico Eagle depuis 65 ans, on avait déjà des pratiques très respectueuses en matière de relations avec les Autochtones. Puis plusieurs des entrepreneurs avec qui on travaille ont le même type d'approche. L'idée, par exemple, de formaliser ça dans un plan de réconciliation, puis oui, effectivement, on est la première compagnie minière canadienne à le faire, c'est de dire tout ce qu'on a fait depuis 65 ans, il faut que ça perdure, puis il faut que ça se perpétue quand on acquiert des nouveaux projets, quand on développe des nouveaux projets, quand on arrive dans une nouvelle juridiction. Fait que c'était là vraiment l'intérêt de dire qu'il faut formaliser ça dans une vision qui est cohérente pour quand on... Puis on l'a vu récemment, là, on a fait l'acquisition
des assets de Canadian Malartic, de O3 Mining. On a mergé avec Kirkland Lake Gold en Ontario. Ça nous a donné des actifs aussi en Australie. Donc, tous ces nouveaux gens-là qui se joignent sous le chapeau d'Agnico Eagle, il faut qu'ils comprennent que si vous faites partie du bateau maintenant, vous êtes aussi dans le bateau de la réconciliation. Donc, tout ce qu'on a fait depuis 65 ans, il faut que ça continue. Vous êtes, tu l'as dit tantôt, Elisabeth, on n'est pas autochtones ni l'une ni l'autre. Comment qu'on fait pour faire un plan de réconciliation quand que nous, on est blancs puis on n'a peut-être pas vécu ce qu'eux vivent, ou ont vécu plutôt? En fait, depuis le début, je pense qu'on disait on a développé un plan de réconciliation. Wait a minute, là. On a co-créé ça. On pourrait avoir, je pense, au-dessus de 400 actions. Tout en passant, il y en a 40 là, à mettre en action. Il pourrait y en avoir plus de 400 parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé autant à l'interne qu'à l'externe de la compagnie. Avec tous nos partenaires, on a ouvert avec des organismes, avec des universitaires. Qu'est-ce qu'une entreprise minière? Parce que, bon, on n'est pas imputable de tout. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Mais la grosse question, c'est Agnico Eagle, qu'est-ce qu'on peut faire pour la réconciliation s'il y avait une chose? Et après ça, bon, ça a ouvert des sacs de partage, plein de manières de communication. Puis, quelque chose de très important, c'est qu'on s'est lié avec une firme 100% Indigenous Owned Business. Oui, 100% autochtone, finalement, là, de consultants qui, une de leurs missions, c'est de supporter les entreprises à faire, entre autres, des plans de réconciliation ou d'apporter une touche autochtone aux pratiques de gouvernance, là, que ce soit environnementales ou sociales. Donc, dès le début, après avoir fait notre benchmark interne, on s'est associé avec cette firme-là là, qui ont été un atout aussi dans la démarche. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Quand on dit le mot plan, pour moi, c'est un plan de communication, un plan marketing. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que votre plan, ça ressemble à un plan de com? Ça ressemble à quoi? Puis c'est quoi les actions concrètes, justement, qui sont dans ce plan-là? C'est vraiment un plan d'action avec 40 actions qui sont implémentables, opérationnalisables, avec une timeline. Puis c'est très concret. Par exemple, en ressources humaines, ça va être d'identifier puis de réduire les barrières à l'embauche des personnes autochtones. Timeline 2026, il faut qu'on ait identifié les barrières. Après, on opérationnalisera. En tout cas, une des barrières que je peux te dire, c'est tout ce qui est en lien avec ce qu'on vient de faire, un atelier là-dessus avec WIM. Je ne vais pas trop en parler, je n'ai parlé dans l'autre podcast, mais tout ce qui est en lien avec les biais conscients et inconscients qu'on a, tous les préjugés. On essaie d'éduquer un petit peu plus, oui, la place des femmes, mais diversité et inclusion, ça part beaucoup avec les biais qu'on a dès l'embauche, que ce soit en lien avec la force physique, le look et tout ça. Fait que je pense que je t'en donne un exemple. Mais c'est ça, il y en a 40 de ces actions-là. Ça couvre l'environnement. En environnement, par exemple, ça veut dire d'avoir des employés autochtones dans nos équipes environnement pour être sûr que la perspective autochtone sur l'environnement est intégrée dans nos opérations quotidiennes. Donc, au-delà de la fermeture de la mine aussi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des actions vraiment diverses comme ça avec des timelines avec des échéanciers. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Puis c'est sur j'excuse, je pense que tu l'as mentionné, mais j'ai pas. C'est sur combien de temps le plan? En fait, le plan il est là pour. Il va toujours être actif. Quelque chose qui est important, en fait, c'est qu'on n'aurait pas pu engager avec tous les gens qui ont un mot à dire sur ça. Donc, à maintenant, on a tout simplement décidé, bon, on va le lancer, mais on va continuellement engager avec les gens qui ont un mot à dire. Donc, on va mettre à jour les actions en continu. Toutefois, la majorité, on s'est donné 3 ans là, pour les premières actions qui sont souvent des... si vous avez la chance de regarder à travers, là, des actions qui seraient apporter nos bonnes pratiques actuelles et implanter des choses qui devraient être déjà mises en place, dont, par exemple, un comité consultatif externe autochtone au niveau corporatif, là. Donc, on s'est donné environ... Les actions les plus loin vont être dans 3 ans, mais ils vont évoluer d'ici là. Donc, est-ce que ça veut dire que tu attends dans le fond, vous donnez 3 ans pour pouvoir mettre en action les 40 actions? Non.
Au moins, on est unanime. Pas de pression. Non, les 40 actions sont déjà en train de s'implanter. Puis il y a des gens, il y a des responsables qui sont identifiés et qui sont porteurs de ces actions-là. Parce que ce qui est important de dire, c'est qu'un plan de réconciliation, c'est pas l'affaire de l'équipe des relations communautaires. C'est l'affaire des gars de procurement, des gars et des filles d'environnement. Je dis les gars de procurement, mais il y a des filles aussi, là. C'est l'affaire de notre CEO. C'est vraiment quelque chose qui est partagé, puis il y a des responsables qui sont identifiés, puis chacun sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis un rôle important qu'Élisabeth joue, elle, c'est de s'assurer que tout le monde avance dans ce sens-là pour qu'on soit capable de rapporter puis de s'ajuster aux besoins. Ça se peut aussi qu'il y ait des actions qu'on a identifiées qui sont... Tu sais, le contexte évolue. Le contexte politique, le contexte légal évolue. Ça se peut qu'il y ait des actions qui soient plus pertinentes à un certain moment. Puis on va être bien humble, puis on va le dire, tu sais, celle-là, on ne l'a pas mis en place parce que, regarde, c'était pas ça la priorité. Le contexte n'était plus là. On s'est tourné vers d'autres choses. Fait que, tu sais, tout est déjà en marche, mais en même temps, on ne gênera pas pour ajuster si besoin. Bien, quand on se parlait, tu l'as mentionné, merci de le redire, mais je pense que c'est important pour toi de rester humble dans ce processus-là, puis de continuer de l'être, puis écouter telle action, bien finalement, on la revoit, ça a moins bien marché, puis il faut être proactif, puis agile dans des gros plans comme ça, du moins, là. Ouais. Bien, c'est un très bon point qu'on n'a pas encore touché, mais le fait que ce soit un plan global, l'agilité est très pertinente. Puis c'est une approche d'Agnico de plus en plus d'être globale, mais rester la possibilité de l'adaptation au niveau régional, parce qu'on s'entend que la réalité n'est pas la même. Même au Canada, on s'entend que les gens au Nunavut, c'est légalement les propriétaires du territoire, nos collègues Inuits. Tandis que c'est pas la même chose si on s'en va où est-ce qu'on a notre mine en Finlande, à Kittilä, avec les Samis. C'est complètement une réalité différente. Donc, il faut laisser la marge de manœuvre. Puis c'est quelque chose d'important à dire pour que ce soit adapté de manière locale. C'est pas pertinent pour tous nos lieux d'opération ou ça va être plus pertinent pour certains lieux. Mais comment vous faites pour avoir justement, c'était ma prochaine question, le côté global, le côté international, d'avoir les différences culturelles de tout le monde imprégnées dans un plan? Ça a été quoi votre démarche? Ça a été une grosse démarche d'engagement à l'interne. C'est tous nos sites, toutes nos opérations ont été consultées, tout notre management à toutes les échelles, dans tous les pays où on opère a été consulté. Fait ça c'est la prémisse de base. Il faut que tout le monde soit on board. Puis après, c'est de laisser de la marge de manœuvre. Puis souvent, ce que ça va faire, puis ce qu'il ne faut pas que ça fasse, c'est que ça fait un énoncé d'action qui peut paraître flou, mais c'est parce qu'on veut y laisser la place à l'adaptation. Puis j'espère qu'on a quand même été capable de ne pas rester dans l'énoncé de vœux pieux. Là. En tout cas, on se connaît un peu, moi je suis pas là. Faut que ça soit opérationnalisable. J'espère qu'on a réussi ça quand même, mais... C'était le défi, pour vrai, là, d'avoir des énoncés assez larges pour que ça laisse la flexibilité, mais que ça n'ait pas l'air d'être un document pour faire un document. Parce que c'est ça le but. Le plus gros de travail, il est là. Après, c'est la mise en œuvre, tu sais, c'est pas la création. Donc, c'était le défi. Puis je pense qu'on l'a bien réussi parce qu'on voit, il y a certains contextes que le milieu politique n'est pas prêt à recevoir juste... On a certains collègues qui parlent de plan de réconciliation avec les peuples autochtones, mais ils ne se considèrent pas comme un pays colonisé. Donc, pour eux, ça ne fait pas de sens avec où ce qu'ils sont. Fait qu'il faut laisser aussi cette possibilité-là que, bon, pour vous, ça fait pas de sens. Comment qu'on peut quand même apporter On est quand même une compagnie canadienne. Comment qu'on peut apporter cette nuance-là à vos opérations, mais en restant, c'est ça, flexible. Il faut aussi reconnaître que, tu sais, le cœur d'Agnico Eagle, les Canadiens, là, on a beaucoup de nos opérations en Ontario, au Québec, au Nunavut. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'actions qui sont très opérationnalisables au Canada, puis on pense qu'on va avoir des bons succès. Hein. Puis, comment vous avez réussi à, justement, élaborer, c'est pas l'élaborer, mais le mettre en action à l'interne, l'engagement à l'interne? Bien, premièrement, chez Agnico Eagle, on a, quand tu veux développer une mine de nos jours, tu dois passer par un processus d'autorisation. Et c'est très clair chez nous qu'on ne développe plus des mines comme on les développait il y a 30 ans. Dans le processus d'autorisation, on s'engage avec les Premières Nations, on s'engage avec les communautés locales. Et au terme de tout ça, il y a toujours des engagements qu'on doit mettre en œuvre par la suite. Et une chose qu'on fait beaucoup chez Agnico Eagle, c'est qu'on a des ententes qu'on signe avec les communautés autochtones. Fait que
nos départements, ils savent déjà que une fois que ces ententes-là sont signées, bien, tu vas avoir des obligations en tant que département de l'environnement. En tant que département des ressources humaines, tu as maintenant des obligations. Fait que nos gens, ils ont quand même, puis on a 21 ententes chez Agnico Eagle avec des communautés autochtones. Fait que ça fait longtemps qu'ils sont habitués puis qu'ils savent, c'est pas un check de box, là. C'est, dans le day-to-day, c'est imprégné. Quand je fais un affichage de poste, je dois m'assurer que telle information, puis c'est dirigé vers les personnes autochtones qui voudraient appliquer. Quand je dépose un permis que je veux aller couper des arbres, bien, il faut que je prévoie dans ma cédule que je vais consulter, m'engager avec telle communauté autochtone, puis je la connais, puis elle est déjà identifiée. Fait que, tu sais, l'assurance que nos gens allaient embarquer était quand même bien établie, je dirais. Oui, puis ça, je pense que pour compléter un peu, là, ça part aussi de la haute direction. Puis notre haute direction, ça fait longtemps qu'elle est là. Tu sais, quand il y a des nouveaux projets, les questions, c'est est-ce que nos communautés avoisinantes, que ce soit autochtones ou des voisins des municipalités, est-ce qu'elles sont supporteurs de notre projet, tu sais? Fait que ça fait longtemps. Ça a été plus facile pour nous. On a eu beaucoup de questions parce qu'on s'entend qu'un plan comme ça, de niveau corporatif, il y a eu des questions de d'autres entreprises, comment qu'on peut le faire. Il y a quand même eu de l'engouement. Puis, ils nous disaient, nous, en interne, on a la difficulté à faire passer à un autre niveau le plan ou engager nos gens à l'interne. Bien, c'est sûr que si tu as déjà de l'historique, ça l'aide. Donc, ça a été plus facilitant pour notre entreprise par rapport à ça, là. Quand les gens vous regardent des autres minières et des entreprises, c'est quoi les questions qu'ils vous posent? C'est quoi que les gens s'interrogent le plus? Bien, comment faire le saut? Premièrement, puis on l'a dit tantôt, là, le fait de garder cet engagement-là en continu, puis de dire, bon, ça, c'est juste la première version, il va y avoir d'autres éditions, mais ça, c'est souvent une des... tu sais, de vraiment le faire, puis de dire, on y va. Un peu un symptôme d'imposteur, je dirais aussi pour certains, de dire, bon, on sent pas qu'on est nécessairement les meilleurs alliés actuellement, donc... est-ce qu'on peut vraiment faire un plan comme vous, Agnico? On n'a pas les ressources nécessairement, on est une junior. Est-ce qu'on peut vraiment faire comme ça? Puis ce qu'on répond souvent, c'est, bon, premièrement, c'est d'avoir des bonnes relations, mais ensuite... Fais un plan avec 4 actions, tu sais. On a besoin d'avoir 40. C'est ça, tu sais, si tu es une jeune entreprise qui a juste... c'est peut-être juste d'avoir des actions de... je vais avoir de la misère à le dire en français. Sensibilisation culturelle. Peut-être que tu peux juste t'engager à faire de la sensibilisation culturelle. Puis déjà, tu vas avoir fait une étape, puis tu vas peut-être préparer tes gens à une seconde étape. Ça, je pense que c'est toujours la première chose à faire, là. Le Cultural Awareness Training, là, c'est la base. Puis, tu sais, on parlait justement avec un entrepreneur tantôt, je le nommerai pas, il serait trop content que je fasse de la promo. mais il me disait, tu sais, maintenant, moi, je veux m'assurer que tous mes travailleurs qui s'en vont sur des contrats dans des minières, qui aient eu leur Cultural Awareness Training pour comprendre ils sont sur le territoire de qui puis comment travailler avec les Autochtones. Fait que ça, tu sais, ça peut être juste ça là, que tu mets dans un plan. Tu dis ça, dans ma tête, c'est « Ah ouais, ils le font pas déjà. » Ah non. Mais oui, exactement. Mais quand on fait partie, pas qu'on fait partie, mais le plus qu'on en parle, puis qu'on côtoie, nous, nos clients, ou j'ai même fait des podcasts sur le sujet, dans ma tête, c'est la base. Je peux comprendre pourquoi que les gens ont besoin de plus d'informations, puis c'est déjà cette base-là pour moi, d'avoir cet intérêt-là culturel pour ta communauté d'accueil et pas là, dans ton entreprise. Bien là, je pense qu'il y a des grosses lacunes, là, si les gens font pas ce bout-là, du moins. Oui, mais tu sais, ça reste que à l'école, on nous a jamais enseigné ça, tu sais, puis même encore, puis on arrive d'un atelier sur l'intégration de l'intelligence artificielle, tu sais. Puis là, je me disais, tabarnouche, tu sais, on dit que la data, c'est tout ça qui va nous donner du input, mais la data, là, il n'y en a pas de data sur les Autochtones. Fait qu'on est juste en train de perpétuer une exclusion, tu sais. Fait que tout cet écart-là, il n'est pas nécessairement de la faute des entrepreneurs actuels. On ne nous a pas éduqués là-dessus. On ne nous a jamais dit qu'on était en territoire traditionnel. Et encore là, on est en train de perpétuer ça parce que la donnée n'est pas disponible, puis on se base de plus en plus sur de la donnée. Puis c'est une discussion qu'on avait, Elisabeth et moi, parce que je sais qu'on va utiliser de plus en plus ces datas-là, puis on perpétue l'exclusion. Quelle a été la réception? J'ai parlé un peu de l'interne, puis les gens, l'entourage, mais la réception des peuples autochtones, justement, ça a été comment face à votre plan? Une très bonne réception. Puis je pense que pour eux aussi, ça formalise
dans certains cas, un engagement à long terme qu'on avait déjà avec eux. Donc, c'est une forme d'assurance. Mais d'un autre côté aussi, je pense qu'il y a une petite crainte de maintenant, tout le monde va vouloir faire ça, tout le monde va vouloir s'engager avec nous. Il y a une fatigue de consultation dans les communautés. Fait que là, ça, je ne sais pas si tu le sens. C'est sûr déjà avec tous les processus de permitting et tout ça, effectivement, il y a une bonne fatigue. On a essayé, puis pour contrer ça, dans notre processus d'engagement, on a essayé d'être très diverses dans la manière que ce soit. Des fois, c'était en ligne, des fois, c'était 1 à 1 dans une... Tu sais, ça a été très flexible comme approche. Comme que j'ai dit plus tôt, des fois, c'était des cercles de partage. Là, après ça, on fait le retour. Il y a certaines Premières Nations qui ne veulent pas continuer, et pas par manque d'intérêt, mais par manque de capacité, puis il faut le respecter. Puis ça me fait... Je vais quand même bifurquer un petit peu, mais ça me fait penser au fait qu'on a fait traduire en langue traditionnelle. On trouvait que ça faisait pas de sens, d'abord en anglais, français, seulement nos plans de réconciliation. Donc, on l'a fait traduire en plusieurs langues, là, de tous les milieux où qu'on opère, en langue autochtone spécifiquement. Mais on voulait le faire traduire en Djali, qui est la langue avec des Djaras, où ce qu'on opère en Australie. Puis ils nous ont dit, on voudrait tellement, mais en ce moment, on est dans une mission d'essayer de comprendre la base de notre langue. Ça serait ridicule que nos ressources soient allouées pour un plan d'une minière, puis on est comme, mais vous avez bien raison. Lorsque vous serez prêts, tu sais, vous n'avez pas les gens en place, puis si vous n'êtes jamais prêts, c'est correct, mais on est ouvert, puis on aimerait ça. Bien, c'est un peu une métaphore pour dire que c'est la même situation avec tout, c'est pas par manque d'intérêt, puis je pense que ça, il y en a beaucoup. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que ça ne devienne pas un buzzword. Faut que ça reste concret. Puis ça, c'est le danger en devenant populaire, je pense, ces plans de ce genre-là. Fait que je pense que c'est l'inquiétude un petit peu qu'il y a. Mais sinon, très belle réception de manière générale. Ce que j'aimerais, puis là, c'est un souhait que je fais à voix haute, là, c'est que ce que nous, on a recueilli comme information ou d'autres entreprises ont recueilli comme information, qu'on puisse regrouper ça puis le partager pour éviter justement de la répétition de consultation puis de consultation. C'est quelque chose que je réfléchis. On va continuer. Absolument. Mais tu sais, en plus, tu es invité à donner des conférences et tout. Je pense que ce souhait-là, tu pourrais le mentionner, parce que dans la salle, c'est probablement des gens qui veulent faire, soit s'ils sont peut-être en train de faire le plan, justement. Fait que je pense que ce serait un bon input que tu pourrais. Peut-être même juste nous-mêmes retourner aux communautés les résultats de l'engagement qu'on a fait avec eux, qu'ils puissent juste leur donner. C'est ça. Ouais. Hey, les filles, vraiment intéressant de vous parler. Je suis super contente que vous ayez accepté l'entrevue au podcast minier. Juste une dernière chose, vous avez gagné aussi un prix au CIM Connect, VDMD. Fait que le prix que vous avez gagné, voulez-vous juste l'expliquer un petit peu? Oui, en fait, c'est le prix d'excellence en relation avec la communauté de développement durable du VDMD. Donc, on va le recevoir, en fait, pour le lancement du premier plan de réconciliation d'une entreprise minière au Canada. Donc, c'est une belle reconnaissance. Puis, je pense que ça va montrer en sorte que c'est nécessaire dans l'industrie. Puis, au-delà d'un plan comme ça, mais de mettre une attention sur la réconciliation par quelconque manière. Donc, je pense que c'est une très belle reconnaissance, surtout pour nos partenaires autochtones. Ouais. Ben, puis le travail que vous avez fait aussi à travers tout ça qui est reconnu. Fait que, moi, je trouve que c'est bravo. Vous avez fait un super job. C'est le fun de vous voir aller. Merci. Puis je suis certaine que vous allez en inspirer d'autres avec le partage aussi du podcast qu'on va faire. Merci de l'opportunité. Oui. Merci les filles. Bye. Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier.